comme ça, ici à Château-Auverne, les gens du pays vont qualifier ça d'un port. Et tout simplement. Parce que c'est un endroit assez facile pour déposer des marchandises, sans abîmer les bateaux et puis partir au plus courant. Donc les gars nous ont préparé un petit peu pour tenter de réchauffer les pieds mouillés. Et il y a même une cale de mise à l'eau, une pente douce en pierre appareillée, magnifique. Et tout ça dort sous le limon et l'herbe. Mais les ouvrages sont présents, ils sont là, les pièces qui servaient à faire l'ossature des grands navires du roi, à l'époque de Louis XIV. Et ce sont des pièces de chêne tors, on dit, ou courbes, et qui viennent faire le squelette des grands navires. Et là, ils étaient embarqués à Château aussi, et on a la chance, il y a une dizaine d'années, d'avoir retrouvé une grande varangue. Donc c'est des sections au carré comme ça, courbes. Elles étaient repérées dans la forêt par un service spécial du roi, qui venait repérer tous les chênes tors, parce que vous savez qu'une branche de chêne comme ça, c'est pratiquement incassable, et c'était très recherché. Et on en a retrouvé une sur le fond de la rivière, en bas d'Ambro, qui dormait sur le sable, et elle est maintenant à la maison de la batellerie. Il est probable qu'une crue subite, comme ça pouvait arriver, a emmené ce matériel qui était là, prêt à être embarqué, et hop, c'est parti. On a ce qu'on appelle l'embac, c'est-à-dire que la glace s'accumule, elle prend une épaisseur. Alors là, déjà en soi, c'est assez terrifiant, mais le plus terrible, c'est ce qu'on appelle la débâcle. Parce qu'à un moment donné, quand l'hiver, quand la température commence de se radoucir, la rivière se remet en mouvement, mais cette glace énorme, elle ne devient pas liquide d'un coup, et elle se met à partir. Et alors là, elle emmène les ponts, on ne parle pas des bateaux, elle emmène tout ce qu'elle va trouver, et c'est terrible. C'est terrible. Il y a des témoignages dans l'histoire de ces débâcles qui font peur. Il n'a pas trouvé de chasseur. Non. Ah bah oui. Il a rejoint. En fait, on utilise le courant, l'angle, on donne au bateau, le courant aide plus qu'autre chose, c'est pas le bon angle. Et là, ce qu'il fait, Manu, c'est qu'il marche dans le bateau, donc on avance beaucoup plus vite, effectivement, parce que chaque fois qu'on a un appui, on profite de la longueur du bateau. Et quand le bateau est chargé de bois ou d'autre chose, on peut tourner en restant sur le pont arrière, tout à fait à l'arrière, et on reste fixe. S'il était chargé, il faudrait qu'il reste derrière, c'est tout. Hein, ça dépend du chargement, si c'est ça dépend du bout. Alors le bateau qui servait à faire un bac, à faire cette transversale, on appelait ça un passe-cheval. Alors le service du bac était un service très réglementé. Il y avait une obligation de mettre des tarifs, d'afficher des tarifs sur une petite pancarte pour un homme à pied, un homme à cheval, un chariot, et voir une diligence quand le bac était plus important. Et c'est comme ça qu'on a une idée de la vie des bateaux. Ici, ils avaient des bateaux qui frôlent les 20 ans. Mais à cette époque-là, un bateau de 6 ans est un bateau vieux. Alors, on sait par exemple le bac de pont du château, il est qualifié de très vieux alors qu'il a 5 ans. Et concernant ces bacs, par exemple au Verde précisément, il y avait un dénommé Saget qui était un passeur et qui avait l'habitude, à moitié de la rivière, de poser les gens sur l'île du Verde en faisant croire que c'était l'autre côté.
Mais les gens très vite s'apercevaient qu'il y avait encore un bras et ils demandaient un supplément. Voilà. Et la nuit de Noël, ils tombent sur des personnes qui ne veulent pas payer ce supplément et ils les laissent la nuit de Noël. Et il va être condamné, c'est comme ça qu'on connaît cette histoire. On va profiter de cette belle lumière pour s'embarquer. On va essayer de faire le moins de bruit possible.